Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Je suis Serge Alain Autou pour le décryptage quotidien de l'actualité. Le 17 avril dernier, deux arrêtés accordant délégation de signature non pas permanente à Eloun Polché et Amadou Sali, respectivement secrétaire général adjoint et directeur des affaires générales de la présidence de la République, étaient pris par Paul Biya. Deux autres délégations de signature qui interviennent 2 mois après le renouvellement de la délégation, cette fois permanente, accordée au secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo. Si pour le second, les débats n'ont pas fini de s'enflammer dans les chaumières, la décision du 17 avril semble entrer en droite ligne avec les prérogatives du président de la République telles que consignées dans la loi fondamentale au travers de son article 10, alinéa 2. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement et certains hauts responsables de l'administration de l'État, dans le cadre de leurs attributions respectives. Le double acte du 17 avril vient comme conforter la thèse de ceux qui doutent des capacités réelles de Paul Biya à conduire efficacement les destinées du Cameroun, alors que d'autres y voient une façon de diminuer la charge de travail du président de la République. Présidence de la République, encore des délégations de signature. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Présidence de la République, encore des délégations de signature. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Serge-Henri Kelbey. Bonsoir Serge. Bonsoir Serge et bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir de renouer avec Equinox TV. Voilà, vous êtes, je préfère m'arrêter au terme, polytechnicien. Oui, c'est exact. Je ne suis pas un technicien ou un spécialiste du droit, hein, oui, comme mon copanéliste, maître qui est un spécialiste. Voilà, mais le bon sens étant la chose la mieux partagée, je crois que je vais essayer, du haut de, n'est-ce pas, ma formation assez transversale, oui, de donner une opinion assez précise et simplifiée à tous nos millions de spectateurs, de téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Voilà, bienvenue une fois de plus, Serge-Henri Kelbey. À côté de vous, Roger Oyono. Bonsoir, Roger. Bonsoir, Serge Alain, et merci une fois de plus de m'avoir invité sur le plateau d'Equinox ce soir. Émission tant conspirée, mais qui continue d'inspirer et de faire admirer la sagacité de vous, le présentateur, et peut-être nous autres, avec nos humbles contributions à la construction de l'édifice qu'est notre cher et beau pays, le Cameroun. Permettrait que je salue la communauté musulmane qui actuellement est en train de s'inspirer justement avec pénitence, avec la fête du Ramadan. En cela, je pense à M. Moussa et à la grande amitié que je lie avec nos amis du Grand Nord Cameroun qui sont des fidèles téléspectateurs d'Equinox. Je pense à Roman Nato qui nous écoute ce soir et surtout à notre proviseur du lycée de Kousséry que je vous ai toujours dit, dont je vous ai parlé qu'il est un fidèle téléspectateur d'Equinox ce soir. Donc merci de m'avoir invité une fois de plus. Voilà, merci. Chercheur en sciences politiques, Roger Oyono. En face de vous, Maître Augustin Gifak. Bonsoir, Maître. Serge Alain, bonsoir. Voilà. Un bonsoir particulier au sénateur Kechanga, qui en ce moment est en train de dire au revoir à sa maman décédée. Oui. Un bonsoir particulier à tout l'auditoire de l'Equinox Télévision. Un bonsoir particulier à Sa Majesté le chef supérieur Fongo Tongo qui me regarde en direct. Merci. Voilà, Maître Ngefak, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, c'est bien cela. Oui. Je commence avec vous. Pourquoi Paul Biya délègue-t-il tant de signatures ces derniers jours? Serge Alain, d'autres poseraient autrement la question. Pourquoi est-ce qu'il délègue? Peut-il déléguer? À ces deux questions, une base légale. Vous avez cité l'article 10 de la Constitution. Oui. Je vous demanderai de vous reporter au décret 2011, oui, 412 du 9 décembre 2011, oui, qui lui donne plein pouvoir de déléguer certains de ses pouvoirs au secrétaire général adjoint et aux autres chefs de service qui entourent, qui l'accompagnent dans ses tâches régulières au secrétariat général de la présidence de la République. Oui.
Voilà, c'est ça. Vous avez cité le décret 2011, 408 du 9 décembre 2011, oui. Et dit dans l'article 3, alinéa 2, oui. Dit dans l'exercice de ses attributions, le secrétaire général reçoit une délégation de signature, oui. Pas permanente. C'est là le grand débat depuis. Pourquoi permanente? La différence avec délégation des signatures et délégation permanente des signatures. Les Camerounais veulent comprendre. Non, toujours pas. Je vais vous poser une simple question. À la discrétion du président de la République qui a reçu plein pouvoir de toute la nation, il peut choisir de déléguer sa signature. La délégation permanente ou partielle ou temporaire dépend maintenant de son impérieux. Personne ne peut lui contester cela. Je ne sais pas s'il y a un texte particulier qui fait interdiction au président de la République de déléguer spécialement, partiellement, tel ou tel pan de son pouvoir. Or, je sais qu'il y a une base légale qui lui donne plein pouvoir de déléguer sa signature. C'est à lui maintenant de choisir. Okay. Ce qu'il veut dire. Voilà. Ok. Serge Henri, justement, depuis qu'il y a eu cette affaire, entre guillemets, délégation permanente des signatures au ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo, ça chauffe un peu dans les chaumières. On en parle tout le temps. Pourquoi ça fait tellement débat? Ajouté à celle du 17 avril. Oui, écoutez, et Amadou tout à fait, Amadou Sali. Pourquoi ça fait débat aujourd'hui? Serge Alain, c'est un faux débat. C'est un faux débat? C'est un très faux débat. Je veux m'expliquer. Oui. Je crois que les Camerounais pensent que le chef de l'État est en train de réinventer la roue. Non. Ce sont de vieilles délégations. La constitution camerounaise existe depuis. Et à l'intérieur de cette constitution, cet article 10, dans son aléa 2, lui donne ses pouvoirs depuis 1982. Oui. Ce qui fait que le ministre Ngongo, Paul Elouché et aujourd'hui le directeur des affaires générales de la présidence de la République ne sont pas les premiers à bénéficier de cette délégation de signature. Oui. Certains ministres en ont bénéficié. Je crois que le ministre Laurent Esso, à un moment donné, avait une délégation de signature. Oui. Le professeur Joseph Ouna, secrétaire général de la présidence de la République, a eu cette signature. C'était le premier d'ailleurs. Et je pense que dans un livre de l'ancien secrétaire général, le ministre Jean-Marie Atangnambara, qui est en prison, il dit bien que lui aussi, lors de la préparation d'un voyage, le chef de l'État lui avait demandé de préparer un texte pour qu'il lui donne cette délégation de signature. Et que le président Aïdjo en donnait aussi au président de la République, Paul Biya, à son temps. Donc, pour ma part, les gens veulent enflammer la toile avant qu'on ne donne cette délégation de signature le 17 avril au ministre Paul Elouché, qui est secrétaire général adjoint de la présidence de la République, et au directeur des affaires générales. Oui. Tout le monde s'est écrit en disant oui, c'est une ethnie qui est en train de prendre le pouvoir, c'est fini, on a fait une passation de pouvoir, je dirais au Nanga, entre guillemets. Mais c'est pas ça la politique. Il y a beaucoup d'urgence actuellement, M. Serge Tou. Il y a beaucoup d'urgence. Et dans le goulot d'étranglement, pour traiter ces urgences, il fallait que ce genre de décision subvienne. Vous avez ouvert une brèche. Vous dites qu'avec Ferdinand Ngongo, Telenanga, donc aujourd'hui on veut contenter tout le monde. Lorsqu'on voit Paul Elouché, on voit Amadou Sali, c'est ce que vous voulez dire? Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ce sont les gens qui n'étaient pas habitués à ce genre de décision prise par le chef de l'État alors que la Constitution lui donne les droits, qui ont pensé que c'est fini. On s'est exclamé dans les réseaux sociaux en disant c'est fini, les Nanga ont finalement pris le pouvoir. Certaines personnes proches même, entre guillemets, du régime, proches, sont passées dans les médias après l'affaire Mbongo en disant que ce sont les Nanga qui ont poussé à son arrestation pour avoir le champ libre. Et voilà, patatras, le 5 février, le ministre Ngongo a une délégation de signature. On met permanent, je vais vous expliquer permanent. Oui, voilà, dites-nous. Sur d'autres cieux, au Canada particulièrement. Oui, que vous connaissez bien. La reine d'Angleterre a une délégation permanente de représentativité qui est faite par le gouverneur général. Le poste que a occupé Michael Jean, qui était secrétaire général de l'OIF. Ouais.
Certainement en Australie, la reine est représentée par une délégation de pouvoir. Agit au nom de la reine, et ça un mandat. Parce que toutes ces délégations sont dans un intervalle de temps et dans un intervalle de pouvoir. Donc, Serge Alain, c'est un faux débat. Oui. C'est un faux débat. Je pense qu'on aurait d'autres débats à penser comment il nous faut l'électricité au Cameroun, comment les Camerounais doivent manger et comment est-ce que la guerre au nord-ouest doit s'arrêter. Oui, oui, on en a parlé hier. Voilà. Voilà, justement, Roger Yonon, sur cette... l'article 10 parle de délégation. Il peut, on dit, le président, dans son alinéa 2, le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux ministres membres du gouvernement et certains aux responsables de l'administration. Délégation de pouvoir ou délégation de signature? Est-ce qu'il y a une limite étanche entre les deux? Monsieur Serge Alain Autou, merci de me convoquer un peu dans cet exercice qui n'est pas très favori pour moi parce que mettre en face de moi serait peut-être plus à l'aise parce que lorsqu'on parle de délégation de signature ou bien de délégation de pouvoir, parlons qu'il s'agit essentiellement des notions juridiques. Oui. Mais ayant essayé, ayant fait une faculté également de sciences juridiques et politiques, ayant fait le cours de droit administratif général, dont je rends encore hommage au professeur Donfac, paix à son âme, qui nous a dispensé la discipline, je vais me prêter à l'exercice. La délégation de pouvoir, entre délégation de pouvoir et délégation de signature, il faut comprendre qu'il y a une différence. Voilà. La différence centrale, c'est que dans la délégation de pouvoir, il y a transfert. Il y a transfert de pouvoir. Ça veut dire en réalité, le délégant, en cas d'effet, ne répond pas d'une délégation de pouvoir, mais dans le cas d'une délégation de signature, en réalité, le délégant continue de répondre. Voilà, il y a transfert dans la délégation de pouvoir. Or, dans la délégation de signature, il n'y a pas transfert de compétences. Il faut voir que toutes ces notions sont essentiellement encadrées par des textes et sont liées à un temps. Et il faut voir également que la délégation ne peut pas être totale. La délégation ne peut qu'être dans des matières, dans un certain nombre de matières. Ayant dit cela, maintenant, est-ce que le président, sur le plan juridique, a le droit de déléguer sa signature ou bien ses pouvoirs? L'article 10 que vous avez cité dit que le président de la République peut le faire. Il ne peut pas avoir délégation de pouvoir et délégation de signature. Mais il faut également voir que alinéa de délégation de pouvoir. Délégation, parle de délégation de pouvoir. Oui. On dit déjà, je voulais vous rappeler quelque chose. Ça veut dire, on ne va pas seulement se cantonner dans cet article. Il faut voir qu'en réalité, certains textes déjà réglementaires prévoient que le président de la République peut déléguer certaines de ses fonctions au Premier ministre. Et en ça, c'est lié à la fonction de Premier ministre, parce que dans la délégation de pouvoir est ex-qualité, c'est-à-dire c'est lié au poste de la personne. Ça veut dire aujourd'hui, nous avons M. John Gouté. S'il y a délégation de pouvoir, si M. John Gouté n'est plus Premier ministre, il y a une autre personne, la personne, tant que ce n'est pas cessé, parce qu'il faut également un texte qui vient mettre fin à la délégation de pouvoir. Maintenant, dans la délégation de signature, c'est lié à la personne, c'est une personne, c'est-à-dire, ça dépend également de la confiance que le président de la République ou bien du délégant fait à la personne. Aujourd'hui, lorsque vous allez regarder quand même le parcours de M. Ngongo, et lorsqu'on regarde l'arène politique du Cameroun, M. Ngonga aujourd'hui bénéficie plus ou moins de la confiance aussi du président de la République. Vous allez regarder M. Paul Elunche, essayez de regarder en termes de CV, des personnalités aujourd'hui, parce que lorsqu'on va parler de Paul Elunche, les gens regardent simplement qu'il s'agit du secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Ils ne vont pas savoir que ce monsieur a été tour à tour trésorier payeur général, qui n'est pas un possédé monde dans le nord-ouest, le sud-ouest. Il a été un inspecteur très brillant de sa formation pour ceux qui maîtrisent. Ancien directeur de la Caisse nationale de stabilisation des prix, CSPH, et ministre délégué au budget. Ça veut dire que c'est quelqu'un plus ou moins qui bénéficie aussi d'une expérience et qui peut bénéficier de cette délégation de signature. Maintenant, pour essayer de sortir du carcan juridique et revenir, je pense qu'il faut lire cela en fonction du contexte et des enjeux. Voilà. Le contexte sur lequel nous sortons d'une élection présidentielle qui plus ou moins a été contestée par les uns et les autres.
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, c'est pas tout le monde qui en fait débat sur cette délégation de signature. Monsieur Serge disait tout à l'heure que c'est un faux débat et je vais m'inscrire peut-être dans la même veine que lui, qu'il ne s'agit pas en réalité d'un débat de fond, mais comme on ne peut pas, certains de nos téléspectateurs ne maîtrisent pas toujours ces expressions juridiques, c'est mieux d'éclairer un peu certaines lanternes. Le contexte, c'est que nous sortons d'une élection présidentielle où plus ou moins certaines gadgets ont été lancées ou bien en disant que le président de la République était, entre parenthèses, assez âgé et ne pouvait plus assurer ou bien prédestiner aux destinées de la nation. Et aujourd'hui, lorsque le président de la République donc délègue cette signature, les uns et les autres pensent qu'il s'agit en réalité d'une faiblesse de la part du président. Et là, vous me permettez d'embrayer dans l'enjeu. L'enjeu est lequel? L'enjeu est le suivant. Certaines personnes pensent qu'en réalité, en déléguant la signature à une catégorie, dernièrement c'était M. Ngongo, et je pense que le président de la République, en tant que père de la nation et en tant que spécialiste des questions politiques, parce que rappelons qu'il a quand même flirté pendant longtemps avec la science politique, aurait compris, contrairement à ce que Serge a semblé négliger, que pour assurer l'équilibre, parce qu'il ne faut pas négliger les équilibres. Oui. Monsieur Ngongo, avec la connotation de son nom, moi je vois le grand centre qui est là. Et certains ont été offusqués pour montrer que c'est Ngongo qui gère déjà le Cameroun, etc. et tout. Je pense que le président, en tant qu'arbitre, aurait pensé également que pour jouer un rôle d'équilibre et démontrer aux uns et aux autres qu'il n'a pas pour intention de s'éterniser. Parce qu'il y a aussi les gadgets d'un dictateur, entre guillemets, Serge Alain, qui ne partage pratiquement rien. Oui. Pour essayer de montrer aux uns et aux autres que cette fonction que j'occupe, ce n'est pas mon siège à vie. Il faudrait déjà, si vous avez des patriarches dans vos villages, de temps à autre, plus vous grandissez, plus le patriarche commence à vous dire que Serge Alain, voici ce qui s'est passé, voici ceci, si jamais un jour je ne suis pas là, voici ce qu'il y a lieu de faire. Et rappelons que le secrétariat général à la présidence de la République est un poste extrêmement important pour toute République. Donc le président de la République pense donc qu'en remettant un certain nombre de compétences à M. Ngongo, cela pèse sur le travail de M. Ngongo. Il fallait donc essayer, déjà que les mécanismes constitutionnels également, nous rappelons que nous sommes dans un État unitaire décentralisé. Et on sait que dans la décentralisation également, il faut voir qu'il y a la déconcentration. Oui. Même si c'est le même marteau qui frappe et on a raccourci le manche, il faut voir qu'en réalité, il faut alléger la tâche et le travail. Et si réellement, je n'en sais pas trop sur le septennat des grandes opportunités, je pense que si on atteint les grandes opportunités, il y a beaucoup de chantiers. Et une seule personne comme le secrétaire général de la présidence de la République ne peut pas le faire. C'est d'ailleurs pourquoi il a les secrétaires adjoints. Il a des adjoints. Donc, M. Paul Elouché n'est pas seulement à la présidence de la République pour aussi représenter le Cameroun, il est également à la présidence de la République pour jouer un rôle. Et ce rôle-là revient donc dans les fonctions qu'il adjoint. Et je reviens sur l'autre qui est l'équilibre régional. Qui est directeur des affaires générales. Oui. Lorsqu'on sait quand même le rôle qu'un directeur des affaires générales joue également, on peut comprendre en réalité pas d'équilibre régional, je ne parle pas d'équilibre régional, mais je parle de l'équilibre de l'opinion. On ne peut pas blaguer avec l'opinion. Lorsque l'opinion parle ou bien lorsque l'opinion dit quelque chose, plus ou moins les pouvoirs publics, même si ce n'est pas en respectant le temps de l'opinion, je pense que le président de la République en tant qu'arbitre, si on entrait peut-être dans les secrets des dieux, on aurait compris également que c'était pour calmer, entre parenthèses, la tension ou bien pour en faire faux débat de ce que les uns et les autres auraient dit, ce que je peux dire pour un début. Maître Ngefak, comme a dit Roger Yono, c'est pour alléger un peu les choses au ministre Ngongo, ministre d'État Ngongo, alléger la charge de travail. Serge Alain, tous les actes que le président de la République initie, ce sont des actes politiques. Voilà. Toutes les fois qu'il prend une décision, il répond à une question politique. Voilà. Qui n'est pas une science très très exacte. Au début de mon propos, je vous ai dit, j'ai posé deux petites questions. Est-ce que le président de la République doit tout faire? Ou peut-il tout faire? Dans une république normale... On va vous poser la même question. Pourquoi c'est maintenant qu'il ne peut plus tout faire? Voilà. Dans une république normale,
on s'attend à ce que le président de la République fasse tout. Mais le président de la République, c'est un être humain. À un moment donné, les muscles peuvent lâcher. La loi a prévu qu'il déconcentre son activité. C'est pourquoi vous trouverez que, à côté du secrétaire général, il a des secrétaires généraux. Adjoints. À l'intérieur, maintenant, on va poser la question, quel est le critère de choix d'un seul secrétaire général adjoint? Pourquoi seulement Paul à qui il délègue? Cette question, lui seul détient le secret, et le secret n'est que politique. Lorsque vous allez au niveau des services internes, il y en a 10 départements. Oui. Secrétariat général. Dans les 10 départements, il a choisi un seul département, celui de la direction des affaires générales. À la question, pourquoi c'est seulement celui-là? Il n'y a aucun texte qui nous permette de dire à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, que voilà les critères de sélection, voilà les critères objectifs. Donc c'est un acte politique. Je pense que tout ce que mes compagnons viennent de dire, rien n'est à rejeter, tout se complète. Et moi je dirais plus, l'opinion publique qui pense que le président de la République est en train d'abandonner tous ses pouvoirs. En tout cas, il est fatigué. Est-ce que la lecture première de tous ces décrets, des délégations de signatures, peuvent nous permettre de répondre par l'affirmative? L'œil normal dira oui. C'est comme une maman qui s'assoit au salon, délègue le marché à sa fille, délègue la cuisine à son garçon, et s'assoit à table avec son téléphone en train de manipuler. Quand on va dire la patronne de la maison, c'est qui? C'est elle. Mais en réalité, elle fait quoi en ce moment? Le président prend un peu cette caricature. Maintenant, le jeu normal, délégation de pouvoir, délégation de signature. Je vais poser une question idiote. Quelle est la limite des deux? Elle existe. Le ministre, secrétaire général de la République, répond dans son livre. Il dit que à Tangana Mebara, on lui a posé cette question. Est-ce qu'il y a vraiment une limite étanche? Il a dit non. Parce que regardez, prenons l'exemple du directeur des affaires générales. Oui. C'est un service interne. Dans son service, c'est lui qui donne l'orientation du texte qu'il veut signer en vertu de la délégation de signature dont il dispose. Ça veut dire que c'est lui qui conçoit, c'est lui qui corrige, c'est lui qui met en pratique. Quelle est la différence entre le pouvoir qu'il attend et la signature qu'il a déjà reçue? Chef d'État et conseiller. Inversement, chef d'État et conseiller. S'il vous plaît, les conseillers appartiennent à une autre catégorie. Qui lisent les documents qu'on lui transmet. Non, ne faisons pas de la lecture pour la lecture. Les choses sont très simples. Un DAG dans son département qui initie une activité ou bien un texte demande à ses conseillers d'étudier ce texte-là comme lui il conçoit, comme il entend, en vertu du pouvoir de signature dont il dispose. Ça vient dans son parapheur. Il n'y a que deux questions. Est-ce que j'ai le pouvoir d'initier ce document? Oui, ça ressortit de sa compétence DAG. Est-ce que j'ai le pouvoir de signer? Oui, le président de la République vient de m'autoriser. C'est cette confusion-là qui pose problème. Moi, je me serais plutôt attendu que vous puissiez préciser que, ne perdons pas de vue, ce n'est pas une délégation générale et permanente de signature. Non. C'est une délégation spéciale sur des rubriques bien précises. Bien sûr. Pour faire venir son chauffeur, il n'a pas besoin d'interroger le président de la République. Peut-être c'est cela. Donc, à nous maintenant de lire le contenu de chaque décret pour comprendre quelles sont les activités dont la signature a été temporairement ou permanemment envoyée au DAG. Merci. Serge Henri, vous permettez qu'on accueille d'abord, je vais vous passer la parole tout à l'heure, Serge. On va accueillir Maître Martin Bitton. Bonsoir, Maître.
Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes co-panélistes et à nos centaines de millions de téléspectateurs à travers l'Afrique et le monde. Et centaines de millions? Oui, c'est en centaines de millions. Vous avez fait le statistique. Bon, mais merci. Pour être plus sérieux, mais vous êtes au fait de cette actualité. Je vous posez la même question que les autres. Pourquoi Paul Biya délègue-t-il tant ces derniers temps? Permettez. Mais Serge Alain, je crois que la délégation de signature, notamment au niveau de la présidence de la République, ne date pas d'aujourd'hui. Elle date même du temps. C'est quoi? C'est un problème d'époque? C'est les réseaux sociaux qui amplifient? Oui, je crois qu'il y a quelque part beaucoup d'amplification des réseaux sociaux, comme il est de coutume ces derniers temps, parce que c'est, je ne sais pas s'il faut l'appeler un média, mais il excelle il déborde, n'est-ce pas? Bon, ça, vous me direz que c'est la démocratie, cela participe de la démocratie, mais il y a beaucoup de rejet là-dedans. Oui. Et il faut surveiller cette nouvelle manière de communiquer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Bon, je dis donc que la délégation... Ce n'est pas nouveau, quoi. Vous êtes en train de dire voilà, que ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est pas un phénomène nouveau. Évidemment, il faut savoir que les régimes africains sont alignés dans ce qu'on appelle le jacobinisme, c'est-à-dire des régimes qui concentrent les pouvoirs entre les mains. Voilà. Et le régime présidentiel africain est beaucoup plus renforcé que les autres régimes. Mais il faut dire que la délégation des pouvoirs, j'ai souvent eu à donner des séminaires, n'est-ce pas, sur la bonne gouvernance, participe de la bonne gouvernance. Puisque d'un côté... Des signatures ou de pouvoir? De pouvoir et de signature. Oui. Parce que, voyez-vous, on ne peut pas tout faire, même quand on a encore tous ces moyens physiques, intellectuels et autres. Il est question, n'est-ce pas, d'élaguer et de temps en temps de respirer soi-même et de faire respirer les autres. Parce que les gens ont tendance à croire que lorsque vous concentrez tout sur vous, ne faites confiance à personne. Or, je disais que la délégation de pouvoir participe de cette bonne gouvernance et de cette aération du pouvoir politique. On en a besoin. Vous savez, même dans la Bible, il y a Jéthro qui a dit à son beau-fils Moïse, n'est-ce pas, que de temps en temps, il faudrait réunir les hommes ensemble et déléguer les pouvoirs pour n'est-ce pas, avoir une bonne mise sur le gouvernement que tu exerces. Il ne faut pas tout concentrer, parce que sinon ça ne pourra pas marcher normalement. Donc, il ne faut pas tout concentrer, il ne faut pas avoir tout seul. Non, justement pas. Bon, et comme on parle de délégation ici, le chef de l'État veut justement montrer que on l'a souvent accusé de faire tout et que de temps en temps, il peut... Bon, mais il y a des questionnements. C'est que on peut se demander si en ce moment, il n'est pas un peu fatigué, soit par l'âge, soit par la maladie. Et là, je crois que c'est une sorte de prévention, parce qu'il peut être indisponible pour cause de maladie. S'il n'avait pas déjà signé des délégations de pouvoir et de signature, ça bloquerait la machine politique. Et beaucoup de choses, n'est-ce pas, seraient bloquées. Voilà, Serge Henriet, vous voulez intervenir à tout prix. Oui, tout à fait. Pour ne pas perdre le fil de ce que je voulais dire, je voudrais que nous soyons d'abord un peu d'accord sur trois petites choses. Oui, la première. La première, c'est pas la première fois qu'il y a une délégation de signature. Je dis bien de signature, pas de pouvoir, de signature au niveau de la présidence de la République. La deuxième des choses, cette délégation de signature sont concentrées par des personnes, des hauts fonctionnaires de la présidence de la République. On aurait pu donner une délégation de signature au ministre de la Justice. On ne lui a pas donné. Troisième des choses... Oui.
Troisième chose... ministre délégué à la défense, parce que... Par exemple, ministre délégué à la défense... Et comment dit M. Deflac, pourquoi seulement le DAG est pas dénoncé? J'en viens. Justement, c'est ce que j'étais en train de développer avant que Maître n'arrive. Oui. Plus que jamais, le chef de l'État veut nous faire comprendre et lui-même comprendre que l'heure est au travail. Je suis un petit opérateur économique de mon niveau et je sais qu'il y a des signatures qui attendent que le chef de l'État soit là pour être fait. Plusieurs dossiers ont traîné au secrétariat général parce que le chef de l'État devait les signer. Je vais vous prendre peut-être un cas. Vous voulez ouvrir une petite société de gardiennage. Les gardiens là, de sécurité. Mais ça se fait à la présidence de la République. Le chef de l'État a son avis à donner parce qu'il dépend de la sécurité intérieure de l'État. Quand on donne la délégation de signature au ministre Ngongo, mais c'est pour libérer un goulot d'étranglement de certains dossiers qui traînaient. Ce n'est même pas par rapport à l'état physique ou de santé physique du chef de l'État. C'est parce qu'il faut décongestionner un certain nombre de dossiers. Vu les tensions que nous avons au Nord-Ouest, vu les challenges économiques que nous avons, et Dieu seul sait, en charge de quoi le ministre Paul-Elunche est responsable à la présidence de la République. Qui s'occupe des questions économiques? C'est l'un des secrétaires généraux adjoints. Je ne sais pas qui a remplacé, qui a pris le poste que le secrétaire général adjoint Fouda Magloire Séraphin avait, qui est aujourd'hui secrétaire général du Premier ministère, mais il était en charge des questions économiques à la présidence de la République. Il y a donc des questions économiques qui attendent, le ministre Paul-Elunche peut les gérer, pendant que le ministre Ngongo gère un certain nombre de choses. Et M. Sali, je pense que cette délégation de pouvoir arrive à point nommé, tout simplement parce que le chef de l'État, conscient et soucieux que la loi fondamentale lui donne ce droit, et du fait qu'il y a des choses qui doivent aller très vite, il fait confiance à ses collaborateurs pour qu'eux-mêmes, ils puissent le faire et que l'économie reprenne, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont en attente. Ça, c'est le troisième point. Autre chose que je voudrais ajouter, comme je le disais tantôt, sous d'autres cieux, quand on vous fait une délégation de signature, je crois que M. Yono l'a expliqué, vous n'êtes pas comptable des actions que vous posez. Ce n'est qu'une délégation de signature, ce n'est pas une délégation de pouvoir. Bien qu'elle soit permanente, c'est une délégation de signature. Le chef de l'État reste comptable de ce que vous engagez. Il peut relire les documents que vous signez. C'est pour ça que je disais qu'il a des conseillers. Lorsque vous signez un document, ce document devrait peut-être lui être soumis à nouveau pour lecture avant qu'il ne sorte, pour application. Et la délégation de signature ne vous donne pas de pouvoir pour nommer un préfet, nommer un ambassadeur ou révoquer un ministre qui est à votre propre rang. Même si on vous donne une délégation de pouvoir, la délégation de pouvoir, pour faire le distinguo, parce que Maître Ngefak disait tout à l'heure que le ministre secrétaire général Mbara disait que la limite était un peu très petite ou n'existait pas. Mais non, si qu'elle existe, parce que lorsque vous avez une délégation de signature, de pouvoir, si le délégant décède, vous restez avec votre signature. Je vous donne un pouvoir, je décède, vous restez avec ce pouvoir. Mais si je vous donne une signature, je ne suis plus là, cette signature, celui qui vient va vous la retirer. Il y a une limite. Je ne suis pas un spécialiste du droit, mais le droit est subtil et il sait jusqu'où manœuvrer. Vous comprenez un peu, M. Atou? Oui. Donc, je pense pour ma part, comme je l'ai dit tantôt, c'est un faux débat, mais il est très utile et important d'éclairer les compatriotes et ceux qui nous suivent à l'extérieur sur ce type de questions qui peuvent, comme vous le voyez dans les réseaux sociaux, embraser la toile et faire comprendre que le président de la République, qui a été mandaté par le suffrage universel, ne contrôle plus. Ou qu'il a démissionné. Ou qu'il a démissionné. Mais ça a été un peu ça. Oh, on a donné le pays à Ngongo. Oh, c'est fini. Les Nanga ont repris. Mais c'est dangereux. Il faut pouvoir s'abreuver, il faut faire un travail de pédagogie pour informer les Camerounais et leur dire en fait de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous comprenez donc pourquoi il y a débat.
Voilà. Jamais, vous comprenez donc pourquoi il y a un débat. Oui, il y a des débats, mais... pour éclairer la lanterne des Camerounais. Oui, si on ne le fait pas, ils vont rester dans... C'est un travail pédagogique, mais voilà, on a un débat un peu plus important. Voilà, justement, dans le décret du 5 février 2019, qui accordait délégation permanente des signatures au ministre Ngongo, l'article 3 dit « et discrimine lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du président de la République ». Aujourd'hui, expliquez-nous. Il discrimine. Bon, dire qu'il discrimine, si vous pouvez... Les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du président de la République. Il ne vide pas le paragraphe. Justement, je vous ai dit à l'entame de mon propos que la délégation, une délégation, qu'elle soit de signature ou de pouvoir, ne peut pas être totale. Elle ne peut pas être totale. Elle est prévue par un texte pour un temps, c'est-à-dire elle est limitée dans le temps. Et si elle est limitée dans le temps, vous pouvez donc comprendre qu'en réalité, parler de la discrimination de certaines affaires aujourd'hui limite, malgré l'accord, c'est-à-dire l'accord de la permanente de signature de M. Ngongo, vous comprenez que ça ne fait pas de M. Ngongo un petit président de la République. M. Ngongo a des affaires où il peut intervenir et des affaires où il ne peut pas intervenir. Serge Alain, je pense en réalité que la difficulté qu'il y a eu au Cameroun, c'est que pendant une certaine période, et c'est pourquoi également l'avènement des technologies de l'information et de la communication, le travail que vous, journalistes, vous faites est important. Parce que la grande difficulté aujourd'hui, c'est que je viens de me rendre compte qu'on a beaucoup de diplômés au Cameroun, mais peu d'intellectuels. Peu d'intellectuels, pourquoi? Parce que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un président de la République, quelles sont les prérogatives du président de la République, qu'est-ce que le président de la République fait. C'est pourquoi lorsque le président de la République prend même un acte qui relève de ses fonctions ou bien de sa posture de président de la République, ça fait débat. Pourquoi? Parce que les uns et les autres ne comprennent rien. C'est pourquoi je salue encore le travail pédagogique que vous faites. Pendant longtemps, on ne savait pas ce que c'est que le secrétaire général de la présidence de la République fait. À quoi les secrétaires généraux servent. Moi, je comprends qu'aujourd'hui, s'il y a délégation de signature permanente au président, au secrétaire général de la présidence de la République, il faut également justifier, parce que pendant longtemps, dans les débats également, les gens disent que la présidence de la République a un budget budgétivore, c'est-à-dire qu'on ne peut pas justifier. L'heure également, voici le temps de justifier ce budget avec le travail en justifiant les fonctions des uns et des autres. Un secrétaire général adjoint bénéficiant aujourd'hui d'une délégation de signature. Moi, je trouve pas problème là-dessus. Je reviens pour dire également ce que Maître disait tout à l'heure. En réalité, dans la délégation de signature... Il faut qu'on soit clair. On ne trouve pas qu'il y a de problème. On veut comprendre. Les Camerounais veulent comprendre pourquoi tant de délégations ces jours-ci. Voilà le débat. Pourquoi tant de délégations ces jours-ci? C'est pourquoi je parlais du contexte. Voilà. Je parlais du contexte. Lorsqu'on lit également, puisque ce sont également nos amis de la toile qui en font assez débat. L'un des grands reproches de nos amis de la toile, c'est également que le président de la République, entre parenthèses, est un petit monarque. Or, commencer à déconcentrer cela, ou bien à décongestionner le travail présidentiel, il démontre qu'il partage le pouvoir. Je l'ai dit à l'entame de mon propos. Je peux partager mon pouvoir. Et comme je vous ai dit, et tout à l'heure, le grand frère Maître Biton l'a soulevé, c'est également, il peut avoir un problème, parce que lorsque nous vivons, nous ne savons pas qu'il y a des limites naturelles. Et l'une des grandes limites naturelles peut être la mort, par exemple. C'est pas que je souhaite la mort de qui que ce soit. Mais c'est comme un papa ou bien un patriarche, comme j'étais en train de vous dire, qui prépare les uns et les autres à assumer certaines tâches ou bien certaines fonctions. C'est quoi le président de la République dit? Je ne sais pas ce qui va se passer demain ou bien ce qu'il y a après-demain. Il faudrait commencer à penser la République, peut-être après moi. Peut-être après moi, et je pense que ça peut justifier dans une certaine mesure cette délégation, cette fluctuation des délégations de signature. Mais ça ne justifie nullement le fait de la démission du président de la République, parce que lors d'une délégation de signature, le délégant peut toujours intervenir. C'est la différence même avec la délégation de pouvoir, où il ne peut pas intervenir. Et c'est pourquoi, en matière de délégation de pouvoir, c'est quand je parlais de ex qualité intuitu personnel, en matière de délégation de pouvoir, vous assurez
assumer les effets. Or, en matière de délégation de signature, le président de la République reste le comptable de ce que le DAG, le SGA et les secrétaires généraux de la présidence de la République vont décider. Mais ça ne fait nullement des petits présidents, même comme sur le plan de la science politique, ça leur donne une tenue symbolique qu'il ne faut pas négliger. Ça leur donne une tenue symbolique par rapport d'abord aux autres services de la présidence de la République qui plus ou moins peuvent être sur peuvent être dans une constance, sur une même balance. Mais le fait que je bénéficie quand même d'une délégation de signature du président de la République sur le plan symbolique me fait être une personne pas comme toutes les autres personnes. Maintenant, c'est au délégant qu'est le président de la République de savoir arbitrer les égos des uns et des autres. Lorsqu'on sait que Montesquieu nous a dit qu'il est d'une expérience éternelle, que tout le monde qui détient un peu de pouvoir est tenté d'en abuser. Pour qu'il n'y ait donc pas d'abus, je pense qu'il faut que le président joue dans son rôle régulateur. Il faut ajouter très rapidement que cela ne change pas leur ordre protocolaire, c'est-à-dire leur position protocolaire. C'est-à-dire, vous avez le Premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État et les secrétaires généraux adjoints qui arrivent par l'ordre protocolaire. Donc, ça ne change rien dans leur rang. Voilà, je vais venir au fait. Le ministre d'État, enseignement supérieur, est-ce qu'il n'a pas de délégation de signature? Serge Alain, je vais d'abord préciser quelque chose. Le ministre Paul Lunché, secrétaire général adjoint, a une délégation de signature. Il a la présidence de la République. Il a la présidence. Vous dites qu'il a la présidence. Il a la présidence de la République. Oui. Donc voilà pourquoi. Donc ça change quelque chose. Le pouvoir reste à la présidence de la République. Vous voyez une petite précision avant de mettre une petite précision. Je pense que s'il faut entrer véritablement dans une science politique pure, le gardien du prince n'est pas le gardien du Premier ministre. Est-ce qu'on se comprend, Serge Alain? Si vous êtes quand même à la présidence de la République du Cameroun, c'est pourquoi je voulais sortir du carcan juridique pour préciser le rôle symbolique de travailler à la présidence de la République. En termes de symbole, vous êtes à côté du prince et de temps à autre, vous pouvez, lorsque le prince n'est pas là, être confondu dans un sous-quartier comme le prince. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect pour dire que vous êtes un secrétaire général adjoint de la présidence de la République, même s'il n'est pas ministre d'État et qu'il bénéficie de la signature du président de la République. Il faut faire très attention. Mais je pense que même dans le cadre de l'armée, quand même, un colonel qui peut être, par exemple, bodyguard du président de la République n'est pas un général qui est détaché. Voilà. Il y a des choses sur le plan, lorsque vous lisez l'article et les systèmes de Crozier, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent siffler de temps à autre au président de la République, mais que vous ne pouvez pas comprendre. Revenons même sur le cadre de la première dame, par exemple. Sur le plan protocolaire, lisez la Constitution, il n'y a aucun rôle ici que la première dame. La première dame joue, mais vous ne pouvez pas négliger le rôle symbolique que votre épouse, même à la maison, peut jouer par rapport à vos oncles. On va se dire la femme n'hérite pas en droit camerounais, mais tout le monde sait que s'il faut avoir facilement quelque chose dans votre famille, de temps à autre, il faut passer par la cuisine. Donc il ne faut pas négliger les zones d'ombre et les hiérarchies parallèles et les réseautages et les réseaux qui peuvent se nouer. C'est Jalin. Je disais que la strophe que vous venez de lire, est-ce que vous pouvez reprendre cela pour le public? L'article 3. Non, là vous vous dites que le secrétaire général qui reçoit délégation de signature discrimine lui-même. Oui. Ce qu'il estime qu'il peut réserver au chef de l'État. Oui, c'est justement le décret du 5 février. Notre devoir. Article 3 qui accorde délégation permanente de signature au ministre d'État Ngongo. Il discrimine lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du président de la République. Oui. Notre devoir, c'est de dire ce que le texte de loi dit. Oui. Lorsque vous faites cette lecture, vous donnez une lecture partielle de ce texte. Le commun des mortels comprend que le secrétaire général adjoint qui reçoit délégation de signature reçoit délégation sur toute l'étendue de ses activités. Non. Il faut lire le décret qui lui donne cette délégation de signature. Oui. Parce qu'à l'intérieur de ce décret, les tâches sont limitativement énumérées. Voilà. Et cette discrimination concerne uniquement ces tâches qui sont limitativement énumérées. Voilà. Je prends un exemple. Oui. Le secrétaire général de la présidence de la République a 12 fonctions essentielles, dont la dernière
il est le conseil juridique de l'État. Alors, est-ce qualité? Il faut vérifier dans le décret qui lui délègue la signature si le président lui a confié la signature concernant tout ce qui concerne le domaine juridique des affaires juridiques de l'État. Si c'est fait à l'intérieur donc de tous les dossiers juridiques qui concernent l'État, le secrétaire général qui reçoit donc la délégation de signature y afférente saura ce qu'il doit, avant de viser, soumettre à l'appréciation du président de la République. C'est de ça qu'il est question. Alors, tout être normal dirait, et s'il refuse de consulter le président de la République, voilà, on lui donnera donc la réponse d'un ancien secrétaire général de la présidence de la République qui disait, le président est président, mais le secrétaire général, il est le président technique. Donc, il y a deux présidents qui gèrent la présidence. Et c'est ça qui fait problème. Je pense que c'est pour éviter cette cacophonie ou bien ce bicéphalisme à la tête de l'État que progressivement le président de la République il sort un peu de sa fatigue que tout le monde connaît et il délègue politiquement aux adjoints, aux chefs de service ses signatures. Je pense que c'est un peu l'objectif. Je pense que c'est un peu l'objectif. Okay. Maître Bitton, est-ce que cette gouvernance par délégation a des limites? Des dangers? Non, ça d'abord a des limites. Oui. C'est toujours encadré. Oui. C'est toujours encadré et on ne doit pas sortir de ce cadre. Et puis, je reviens un peu sur le fait de dire que le SG peut discriminer lui-même parce qu'il sait qu'il y a des domaines, par exemple les affaires étrangères, et non, on ne doit pas y toucher. Par exemple, le domaine de la défense, de la guerre, ça c'est le domaine réservé du président de la République. Donc, lui-même sait que c'est vrai, il a en plus par rapport aux autres, certains auraient pu dire peut-être que c'est un président bis. Bon, mais en tout cas, je vous ai dit que c'est pour faire marcher la République, pour ne pas bloquer la machine politique. C'est ça. Donc, vous avez dit tout à l'heure, tantôt, que votre dernière question. Non, je disais, bon, on va rappeler, Maître Ngefak parlait tout à l'heure, oui, en quoi consiste véritablement la délégation permanente des signatures. Pour le cas du ministre Ngongo, prendre des actes réglementaires ou individuels concernant l'intégration, l'abaissement de classe, de grade ou la révocation, ainsi que la mise à la retraite des fonctionnaires de la Sûreté nationale, la nomination jusqu'aux fonctions de directeur général adjoint à la présidence de la République. Voilà. Donc c'est bien encadré. C'est bien encadré. Tout à fait. Et dans le temps. Oui. Oui. Et dans puis, le temps. n'oubliez pas Même que ce permanent là, ça reste dans le temps. N'oubliez pas que, comme disaient mes copanélistes tout à l'heure, la présidence de la République est à dissocier du gouvernement. Tout à fait. Parce que même quand on dit le gouvernement va changer, généralement on nomme le gouvernement à part et on nomme les secrétaires généraux et en tout cas les services. C'est un autre décret. Voilà. C'est un autre décret. Donc ici, il faut insister sur le facteur confiance. Le président de la République délègue à qui il fait confiance. Alors pourquoi maintenant parler, il y a plusieurs services, pourquoi seulement le DAG, et le... Bon, mais n'oubliez pas que le DAG, que ce soit à la présidence de la République ou dans un ministère, c'est la cheville ouvrière avec le secrétariat général. Donc ce n'est pas par hasard, n'est-ce pas, qu'il le fait. C'est des gens qui sont imprégnés de tous les dossiers, n'est-ce pas, de la République et sur le plan oui, vous dites que ce n'est technique. Vous dites que ce sont ces deux services-là qui, on va le dire comme ça, qui mènent les choses. Mais à côté du ministre Ngongo, il y a son adjoint qui a aussi délégation des signatures. Oui, comment il a même deux adjoints. Oui, il y a deux adjoints. Pourquoi seulement pour les... Justement parce qu'il a un rôle économique de confiance, un problème de confiance, de technicité, parce que ce monsieur doit avoir, n'est-ce pas, l'étoffe et la carrure des fonctions qu'on lui a confiées. Et le président sait que s'il lui délègue la signature, voire même le pouvoir,
Bon, là, on ne peut pas parler de pouvoir. Mais s'il le délègue... Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on soit clair entre délégation de pouvoir et délégation de signature. Voilà, il faut qu'on soit clair. Il y a une limite entre les deux. C'est ça, il y a une très grande limite. Et il y a une très grande différence. Mais je veux donc dire que c'est parce que, connaissant, n'est-ce pas, la personne sur le plan professionnel, sur le plan technique, n'est-ce pas, il le fait à dessein et il sait qu'il va atteindre les objectifs. Et comme vous l'avez si bien dit, lui-même a commencé par là et c'est pas pour rien qu'il roule, n'est-ce pas, à la présidence depuis près de 35 ans, parce qu'il a été à la tâche. Voilà. Oui. D'abord, M. Franck, ensuite. Oui, Serge Alain, j'étais disant que la notion de il délègue sa signature au secrétaire général adjoint Paul Elunche parce qu'il lui fait confiance. Non, le mot est excessif. Dites-vous bien, il ne parvient pas au poste de secrétaire général adjoint. Qui veut, mais c'est celui qui mérite. Parce que si vous relisez bien le secrétaire général, le président de la République, entre mythe et réalité, du ministre d'État à Tangana Mebara, vous comprendrez quel est le cursus. Mais vous aimez bien ce livre, hein? Mais à chacune de vos interventions, vous faites référence au ministre Mebara. Vous savez, nous les avocats, nous avons une difficulté. Oui. Nous ne parlons pas de ce que nous ne savons pas. Oui. Et on nous a toujours dit, puisque vous ne savez pas, ça se trouve dans les livres. Oui. Oui. Si vous lisez l'ancien secrétaire général Edouard Tutus, ce sera pareil. Donc, j'étais disant que le président de la République ne nomme pas qui il veut, n'importe qui, à son secrétariat général. Encore que, il faut le préciser, tous ceux qui ont reçu délégation de signature à ce jour, ce sont les membres du secrétariat général dans l'ensemble. Ce dont nous parlons. Alors, si nous parlons de Sali... Paul Elunche? Non, le DAG. Oui, Amadou Sali. Il est chef service. C'est le chef service. C'est-à-dire, pour être nommé à ce poste, il a fait ses classes, il a fait ses preuves. C'est-à-dire, il a la confiance de celui qui l'a nommé. Donc, ce n'est pas en ce moment que la confiance doit s'apprécier. Le seul fait qu'il soit déjà là, c'est la preuve de la confiance. Okay. Le problème qui se pose, pourquoi c'est seulement lui et non les autres qui occupent par exemple le service de déplacement, service de fichiers, l'imprimerie, direction de l'informatique et ainsi de suite. Il y en a 10 chefs de service. C'est un seul qui est pour nous. Et puis les exégètes nous diront depuis quand le DAG a déjà reçu délégation de signature depuis que ce poste est créé. Depuis quand le secrétaire général adjoint, occupant le même bureau que Paul Elunche, a reçu délégation de signature. Vous voyez, c'est facile de dire depuis 1982, tous les secrétaires généraux reçoivent délégation de signature. Okay. Et les adjoints alors. Voilà. Merci. On va revenir. Bonsoir Cédric Noufflet. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Le 20h, dans un instant, au menu ce soir. Après la version officielle du gouvernement sur les circonstances du meurtre de ce bébé de 4 mois, nous sommes allés à la rencontre de la famille de la victime et elle contredit avec beaucoup de force cette version officielle, s'exprimant à la fois sur le rôle et les relations qui lient le père de l'enfant qui a été tué et les Ambabeuil, également la responsabilité plus ou moins établie de ceux qui ont commis l'acte. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. Et alors qu'il y a encore des zones d'ombre autour de cette affaire, l'opposition, elle, exige une enquête indépendante et crédible pour voir plus clair dans cette affaire. Elle estime que le gouvernement s'est précipité et que les conclusions évoquées dans le communiqué du porte-parole du gouvernement entretiennent davantage la polémique autour de cette affaire. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et vous suivrez également le dernier rapport de Human Rights Watch sur cette série d'incendies des maisons d'habitation en plein cœur de Bamenda, alors que les conclusions d'une enquête administrative restent attendues.
Human Rights Watch fait savoir que plus de 70 maisons ont été incendiées lors d'une mission menée par des hommes en tenue après l'assassinat de 2 de leurs frères d'armes sur le théâtre de la crise anglophone. Le gouvernement ne reste pas indifférent au regard de ces situations. Vous écouterez ce soir comment le conseil de cabinet de ce jeudi a tenu à ressusciter un vieux projet d'une quinzaine d'années sur le théâtre de la crise anglophone, à savoir la construction d'un port à Limbé, dans la région du sud-ouest. Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufelet va développer pour vous tous ces titres dans le 20h. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause. Journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de maître Martin Bitton, maître Augustin Gueffac, Roger Yono et Serge-Henri Kelbé. Serge-Henri Kelbé, vous avez suivi, vous êtes au courant de cette actualité qui nous vient de Mouyouka, un nourrisson de 4 mois qu'on a retrouvé avec, selon le ministre, c'est une arme blanche. Et à côté, on a vu des douilles. Aujourd'hui, le père, lui, tient pour responsable les forces de défense et de sécurité. Votre avis là-dessus? Oui, c'est Jean Léotou. Il faut déjà dire que c'est une mort de plus. Oui. Vraiment déplorable. Et il faudrait urgemment trouver les voies et moyens pour que cela cesse. Maintenant, je vais commencer par dire que le crime n'est jamais parfait. Lorsque vous regardez des images, moi je l'ai reçu sur mon téléphone et j'ai vu quelques images à la télé où on a montré un enfant, un nourrisson, 4 mois, on peut dire, ou c'est ce qu'on dit. Lorsque vous regardez la position de la douille qui est dans la maison, parce qu'il y a deux formes d'image. Il y a une image à l'extérieur où le grand-père de la fillette décédée, le papa du père, dans sa main, tient 7 douilles. Et il dit que ce sont les douilles que les militaires ont utilisées. Or, dans une vidéo où la maman s'explique, elle est assise sur le lit et il y a une douille posée. Et cette douille-là, c'est une douille de PA, de fusil de petit calibre. Oui, pistolet automatique. Voilà. Lorsque vous voyez la distance où la douille est au sol, parce que lorsque vous tirez, la douille tout de suite tombe là, et vous voyez la distance où était couché l'enfant, c'est une distance qui ne fait pas 2 mètres. Ça veut dire que l'enfant, s'il a été tué par cette arme, a été tué à bout portant. Et si c'est le cas, cet enfant aurait été défiguré, étant donné que la blessure est sur la tête. Vous n'aurez que trouvé de la bouillie. Par contre, si on rentre aussi sur les douilles que le grand-père monte dehors, elles, ce sont des douilles d'armes de guerre. Ce sont les douilles de Kalash, de FAL, ou alors de fusils, beaucoup de fusils d'assaut. De fusils d'assaut. Mais cet enfant, on n'aurait trouvé aucun membre. Donc, pour ma part, ça ne peut pas être l'armée camerounaise. Je pense que Sadi a parlé de mise en scène. C'est votre avis aussi? Quand vous voyez la douille qui est au sol, vous comprenez que c'est une mise en scène. Le crime n'est jamais parfait. La douille est au trot à 2 mètres du lit de la maman, du fauteuil, du canapé où elle est assise. Si c'est à cette distance, à 2 mètres, que la douille est tombée, et qu'on a tiré sur cet enfant, cette fillette ne serait pas dans cet état. Le crime n'est pas parfait. Vous sentez quelque part qu'il y a manipulation. Et sur une chaîne amie à vous, notre chaîne, le papa, lui, a 7 douilles entre ses mains, et ce sont des douilles de fusil d'assaut. Donc, pour ma part, je pense qu'il est nécessaire qu'une enquête se rapproche de ces lieux et, avec l'aide d'un procureur, si c'est nécessaire, qu'on inhume le corps pour voir, qu'on exhume le corps pour que la lumière soit faite. Parce que c'est très gênant de voir notre armée, aussi vaillante qu'elle est, aussi professionnelle qu'elle essaye d'être, commettre ce genre des actions. Beaucoup vous diront, et ce qui s'est passé au nord, on l'a dit au début, ce n'était pas eux, mais après c'était eux. Mais les faits sont différents. Oui. Les maisons qu'on a brûlées, par exemple à Bamenda, les faits sont différents. Le colonel Didier Badiek, à son temps, responsable de la cellule de communication, le ministre de la Défense lui-même l'a dit,
lorsqu'on trouve où il est présumé que certains domiciles ont été des abris de terroristes, Israël le fait, la Russie l'a fait en Tchétchénie, les Américains eux-mêmes le font et de manière préventive. Je ne veux pas dire que ce que l'armée fait est justement ce qu'il faut faire. Il faut mettre un peu d'eau dans leur vin. Mais vous comprenez que nous sommes en situation de guerre. Je vous dis que c'est un mort de trop. Mais on ne peut pas maquiller les faits de cette manière pour démontrer que c'est les militaires camerounais. Moi, ça me rappelle la Libye, quand Bernard Lévy était à Benghazi et criait sur tous les toits que Kadhafi est en train de massacrer son peuple. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'était des histoires, c'était faux. Donc, il faut faire attention à ce genre d'images, aux réseaux sociaux, qui veulent enflammer et embraser la République et apporter le discrédit sur notre armée. Mais, oui, d'abord, allez-y donc, d'abord. J'ai une question pointue pour Maître Bitton. Allez-y d'abord, Maître Ngefa. Serge Alain, lorsque j'écoute Serge Henry, je me demande bien s'il sort d'une salle de cinéma au Nigeria pour parler de maquillage. Le bébé est là, personne ne conteste qu'il est décédé de suite d'armes. Où sont les spécialistes de la balistique qui peuvent en 30 secondes nous dire ces balles ne proviennent pas de l'armée du Cameroun? J'ai plutôt vu une lettre qui colporte les rumeurs rédigée par le ministre de la Communication. Je me pose toutes les questions. Qui est-ce qu'on veut tromper? Sauf à emprunter l'expression d'un jeune très brillant, lorsqu'on est imperméable à la honte, on peut facilement dire que cet enfant, c'est le fruit du maquillage. Non, il faut arrêter. Faisons autre chose. Si c'est le fruit du maquillage, donnez-nous le rapport des enfants qui avaient été assassinés dans le Grand Nord sur le dos des enfants. Si c'est le fruit du maquillage, donnez-nous les rapports des fusillades en plein jour sur et les avocats et les hommes politiques. Si c'est le fruit du rapport, et j'en viens toujours avec Serge Henry, s'il vous plaît, lorsque vous dites que l'État camerounais a pris sur lui de raser toutes les maisons qui auraient abrité des supposés, comment on les appelle encore, du nord-ouest là, ambazoniens. Alors, quelle est la décision qui autorise l'État à détruire sans distinction une maison sans vérifier qui sont les propriétaires? Non, ça veut dire que pour justifier la thèse de celui qui avait dit Dieu rasera tout, effectivement, un ministre de la République a dit ils sont les créatures de Dieu. Dieu est en train déjà de raser. Serge, vous venez de le dire, ça n'est pas bien. Ce que vous le dites, moi j'ai un cœur meurtri parce que vous parlez de ma population. Je vois ma famille qui est à Moyouka, que je ne parviens pas à joindre au téléphone. Et lorsque vous dites que c'est un maquillage, j'ai mal. Je vois mes frères qui sont enlevés, qu'on nous demande de cotiser pour les enlever. J'ai mal lorsque j'écoute que vous venez sur un plateau, écoutez de partout, dit qu'il s'agit de maquillage. Non, changeons de langage. J'ai l'impression que vous ne voulez aider personne. Absolument personne. Nous sommes sur un plateau où il y a 1001 sons qui disent pardon. 1001 sons qui disent médiation. Mais les imperméables à la honte, les jusqu'au-boutistes dans la sauvagerie, veulent à tout prix mettre le feu aux poudres. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tenez notre discours de votre côté. Ça n'est pas bien. Le Cameroun n'a pas besoin de ce sang. Moi, je le dis, j'ai mal. J'ai très mal parce que je sais de quoi je parle. Dites autre chose. Et je le dis en tant qu'avocat, je parle à côté d'un magistrat qui est devenu avocat. Le minimum, c'est d'être transparent. On n'a pas besoin de ce long discours rédigé à la camerounaise pour justifier l'injustifiable. Lorsque vous dites, et celui qui a vu, celui qui a vécu la scène, vous dit je suis sous pression, le gouvernement me demande de donner l'inverse de ce que j'ai vécu et j'ai vu. Alors, qu'est-ce que vous voulez?
Nous sommes sur un média. S'il faut dire la vérité, disons-la. S'il faut maquiller, il faut maquiller autrement. Écoutez, maître, écoutez, je ne souhaite pas que ce soit un monologue entre nous. Oui. Je prends des faits. Nous avons vu une douille de PA posée au sol. Je dis bien une douille. Cet enfant a été tué. Excusez-moi, est-ce que Cet enfant, vous êtes spécialiste de la balistique? Attendez. Ce que je vois... Est-ce que vous êtes spécialiste de la balistique? Je suis de par ma formation professionnelle, oui, quand même à même d'avoir une opinion assez juste sur ce plateau. Laissez-moi, regardez votre télévision, regardez votre téléphone, laissez-moi dire que ce que vous avez dit. Laissez-moi redire. Vous avez fini de parler. Je vous rappelle, j'ai travaillé pendant 4 ans entre Kumba et Kondo Titi. Tous les villages qui sont là-bas dans le Dian, je les ai électrifiés pendant 4 ans. Je connais cette population. Cette population m'a accueilli pendant 4 ans. J'ai travaillé là-bas un projet de l'AER, l'agent d'éducation rurale, financé par l'Union européenne. C'est moi qui ai électrifié ces villages jusqu'à après Kondo Titi. Je viens de vous faire comprendre que c'est une population très accueillante. J'en garde de très bons souvenirs. Le décès de cet enfant est extrêmement regrettable. Et il est impératif que des actions soient engagées comme celles que le Premier ministre a déjà engagées, sous instruction du chef de l'État. Un calendrier viendra pour que des actions comme celle-là cessent. Mais je continue à vous dire que moi, les images que j'ai vues sont des images de douille de Kalachnikov entre les mains du grand-père de la fillette. Si une douille comme celle-là vous touche, vous-même, maître, on aura de la peine à reconnaître votre tête. À la distance où on présume que les douilles sont tombées. Maintenant, dans l'autre vidéo, où la maman s'exprime, elle pleure, il y a une douille de PA qui est de petit calibre. Celle-là portera certainement des dégâts, mais pas les mêmes. L'enfant n'est pas défiguré. L'enfant... Le ministre Sadi dit que l'enfant a été tué par une arme blanche. Oui, bon, dans le communiqué du ministre Sadi. Franchement, je n'ai pas vu la cicatrice posée par la plaie, mais je vous dis que si c'était avec un PA à 2 mètres, là où la douille est tombée, et le canapé où l'enfant a été oublié, selon les dits du ministre, l'enfant aurait été défiguré. Maintenant, les douilles que le papa, le grand-père, monte dehors, cette douille, c'est une vidéo. Mais on n'aurait pas reconnu l'enfant. Donc, maître, franchement, je partage, je comprends vos témoins, mais je connais vos populations. J'ai vécu là-bas, on m'a accueilli. Je ne suis pas venu faire du dilatoire ou bien vouloir blanchir l'armée. Je doute fort, pour ma part, que ce soit ces balles qui ont tué cet enfant. Et je dis, le crime n'a pas été parfait parce qu'il y a manipulation. De quel côté? Je ne sais pas. Monsieur Yono, cette question, avant que je ne pose ma question à maître... sur cette affaire, le ministre Sadi dit que c'est une espèce de règlement de compte qui a mal tourné, on va le dire comme ça. Serge Alain, vous savez, je préfère m'en tenir aux faits. Et ici, je ne me suis pas rendu sur les lieux pour essayer d'apporter plus de précision. Donc tout ce que je peux dire, si ça ne peut qu'être des spéculations. Mais avant ces spéculations, le fait là qui est réel, c'est que nous avons la jeune fille, ni le gouvernement, ni de l'autre côté, personne nie qu'il y a mort d'homme. Il y a mort d'homme, ça veut dire que la jeune fille est partie. Donc je vais essayer d'aller un peu dans le sens de la réparation, voire du consensus qui a lieu de trouver dans puisque nous avons déjà fait plusieurs plateaux parlant de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest qui continuent de faire des victimes. La semaine, il y a je pense il y a de cela 2 semaines, j'étais dans la ville de Mbanga où j'ai été très effrayé de trouver la population dans l'euphorie, et à la dernière minute, on dit qu'un jeune se rendait dans son champ. Lorsqu'il a été accosté par un Ambaboy, Dieu merci, le jeune était plus vigoureux que l'Ambaboy, au point où il a traîné l'Ambaboy vers les forces de maintien de l'ordre. Serge Alain, je vous avais dit ça au début ici, que cette histoire, il y a des problèmes, parce que c'est le fait de déplacer le problème ou bien de nier les problèmes qui crée souvent problème. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus. C'est pourquoi je disais que s'il faut faire un dialogue, moi je voudrais voir des personnes avec lesquelles on peut faire le dialogue. Mais n'évitons pas de croire que depuis un certain temps, il y a un tas de voyous qui se font leur commerce derrière
les problèmes qu'il faut résoudre. C'est-à-dire, c'est devenu une histoire où on sait que Serge Alain, tout travail chez Equinox, il a des grands amis qui peuvent aider à payer une rançon. On prend son bébé ou bien on prend telle ou telle personne. Je voudrais que s'il y a, et là je m'adresse à mes frères, pas ce qu'on appelle en bas boy ou bien ceci, je m'adresse à mes frères camerounais qui sont frustrés comme chaque Camerounais est frustré tous les jours. S'il y a des problèmes, il faudrait qu'on s'asseye sur une table, que les uns et les autres disent ce qu'ils reprochent et qu'on trouve des solutions. Vraiment prendre un petit, enlever la vie à un nourrisson. Parce que les deux côtés, c'est un peu très difficile. Serge Alain, moi j'ai des gens dans ma famille qui sont dans les forces de maintien de l'ordre. Je ne vois vraiment pas ces gens-là prendre une balle et tirer sur un bébé. Je ne sais pas, peut-être la frustration peut avoir atteint le seuil. Parce qu'il faut aussi voir que ce que les gens vivent au front, ce n'est pas ce que nous vivons aussi avec nos costumes. Sur le front, il y a d'autres difficultés, il y a d'autres choses. Vous pouvez être avec moi, surtout dans le langage de l'armée. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, on vous appelle ma classe. Vous pouvez être avec une classe, vous voyez que la personne a été brutalement arrachée à la vie. Et par vengeance également, vous pouvez porter atteinte à certaines choses. Mais je pense que cette armée est suffisamment, lorsqu'on dit quelqu'un est professionnel, le professionnel n'agit pas toujours comme un profane. De l'autre côté également, je ne vois pas comment, même si je suis bandit aujourd'hui, la preuve en est que dans nos quartiers, on dit souvent que si on ne vous agresse pas, c'est parce que les bandits sont amis avec vous. Je ne vois pas comment un bandit peut également agresser un autre bandit. Donc je reviens sur l'instrumentalisation sur les deux côtés. Mais maintenant, il faut avoir une posture républicaine. La posture républicaine voudrait quoi? Il y a des avocats sur le plateau. Lorsqu'il y a mort d'homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mener une enquête. Mais maintenant, je pense que pour en faire des exemples de part et d'autre, pour qu'on ne crée plus le dilatoire, qui du gouvernement, de l'armée par exemple, ou bien des Amba Boys, a tué le nourrisson quasiment. Je pense qu'il faudrait mener une enquête accélérée parce que les institutions, ici, quand je parle d'institution ici, je voudrais dire que dans cette zone, je pense qu'il y a un procureur de la République voilà, qui est toujours contre donc justement ça ma question, la question. L'ancien magistrat. Vous permettez que je termine oui, s'il vous plaît, oui. Avant de passer la parole au grand frère. Comme qu'on crée une commission d'enquête qui nous donne le rapport exact, parce que à force également de ne pas voir certains rapports, la population finit par ne pas croire ou bien à créer son propre rapport. Okay. Donc je pense que pour cette affaire, il faudrait que le gouvernement, parce qu'il n'y a pas, l'État est dirigé, le pays est dirigé, comme le dit souvent un de mes amis. Ça veut dire qu'il existe des institutions. Que ces institutions qui se veulent républicaines nous rendent nous donnent un compte rendu où on sait qui du gouvernement ou qui de l'armée ou qui des Amba Boys a eu tort dans cette affaire. Merci. Maître Bitton, vous êtes ancien magistrat, c'est bien cela? Voilà, l'enfant a déjà été inhumé. Quel est le rôle du procureur dans ce cas-ci? Pourquoi il ne s'est pas saisi de l'affaire? Oui, en principe, quand il y a une mort suspecte, oui. N'est-ce pas, le procureur doit intervenir. Voilà. En premier lieu. Et il fait appel au médecin légiste. Oui. N'est-ce pas, il y a, n'est-ce pas, dans notre jargon, on saisit, n'est-ce pas, le médecin légiste par un acte du parquet et qui se transporte sur les lieux, oui. Mais mettre à parler également des spécialistes de la balistique. Oui. Ici, il s'agit des armes de guerre. Oui. Moi, j'ai été pré-militaire. Surtout qu'il y a des douilles, comme on dit. J'ai suivi ma formation militaire, j'ai des diplômes de pré-militaire, n'est-ce pas, brevet et diplôme. Je sais que en pareille occasion, on sera éclairé par une enquête, n'est-ce pas, judiciaire. On doit exhumer le voilà. Corps et mettre les spécialistes. Ils vont sûrement nous dire ce qu'il en est. Mais à première vue, comme on parle d'un bébé, nous savons qu'une balle de guerre qui entre par un petit trou sort par un grand trou. Ça, c'est d'un. De deux, on ne peut pas montrer les douilles de Kalachnikov et montrer encore une personne, même si elle est
une grande personnalité, une grande personne, et montrer la personne avec ses membres et tout et tout. Cette personne aurait été déchiquetée. Bon, maintenant, il est possible que l'armée ait tué le bébé, mais patiemment, peut-être en tirant, en nettoyant de loin, n'est-ce pas? Et qu'on se rend compte que, par inadvertance, il y a la mort d'un bébé. Maintenant, quand on fouille bien, on va au-delà. Qui est-ce qui avait intérêt à se débarrasser de ce bébé? Laissons même la thèse du fait que le père ait été, oui ou non, ambazonien ou sécessionniste ou rebelle. Mais les sécessionnistes ou les rebelles avaient intérêt à éliminer ce bébé. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas les structures pour pouvoir encadrer le bébé. Et ce bébé est gênant pour eux. Parce que, vous savez, ça pleure, hein? Oui. Bon, mais l'armée a tout ce qu'il faut pour pouvoir, n'est-ce pas, conserver ce bébé, puisqu'ils ont des ambulances, ils ont tout ce qu'il vous savez. Moi, j'ai des amis qui sont médecins, colonels médecins, n'est-ce pas, dans l'armée. Il y en a un qui a failli perdre sa vie dernièrement, mais ils ont des voitures bien équipées. Donc, ils avaient intérêt à conserver ce bébé, quitte à montrer le bébé comme une bravoure militaire. Donc, vraiment, en attendant que les enquêtes, et si on va jusqu'au bout, il faudra bien que cette enquête soit menée, qu'on exhume le corps. Moi, je ne voudrais pas qu'on s'hasarde, n'est-ce pas? On fait, on présente des hypothèses, ouais. Mais il y a quand même la logique dans cette histoire. Ok, merci. Merci, cher monsieur, d'être venu. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Merci, Serge-Henri Kelvin. C'est un plaisir. Voilà, merci, Roger Yono. Moi qui vous remercie. Merci, Maître Biton. Merci, Charles. Merci à vous également, Maître Ngefak. Vous semblez... c'est quoi le problème, Maître? C'est l'émotion. Serge Alain. Oui. J'ai l'impression que je sors d'une séance de vaudou. Comment ça? Lorsque j'écoute mon confrère dire que on a tué cet enfant parce qu'on n'y avait pas les moyens d'encadrement. Mais prouvez donc. Il ne suffit pas il faut prouver. Je me demande bien, doit prouver. Je me demande bien s'il connaît la géographie du coin. Première des choses. Bien sûr. Deuxième chose, c'est le 8D habituel. Dans une maison où on dit qu'il y avait 3 enfants, on est parti avec les majeurs et on a laissé le bébé. Alors, est-ce qu'on a retrouvé le bébé? Mon cher Biton. C'est même déjà un questionnement. Je pense que une mère qui laisse un bébé. Je pense que la décence nous recommande de baisser la tête lorsqu'on ne peut rien dire, lorsqu'il y a mort d'homme. Ok. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cette édition et qu'il en soit. Toute l'équipe conduite par Séverin Tchouban vous donne donc rendez-vous pour la dernière de la semaine demain lorsqu'il sera 19h. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit une fois de plus à Bamendjou.